être ma sœur, dont vous voulez quitter la charmante douceur, et de vous marier, vous osez faire fête. Ce vulgaire dessein vous peut monter en tête. Oui, ma sœur. Ah, ce oui, se peut-il supporter? Et sans un mal de cœur saurait-on l'écouter? Qu'a donc le mariage en soi qui vous oblige, ma sœur? Ah, mon Dieu, fille. Comment? Fille, vous dis-je, ne concevez-vous point ce que dès qu'on l'entend, un tel mot à l'esprit offre de dégoûtant? Par quelle étrange image on est parmi blessé? Sur quelle sale vue il traîne la pensée? N'en frissonnez-vous point? Épouvez-vous, ma sœur, aux suites de ce mot résoudre votre cœur? Les suites de ce mot, quand je les envisage, me font voir un mari, des enfants, un ménage, et je ne vois rien là, si j'en puis raisonner, qui blesse la pensée et fasse frissonner. De tels attachements au ciel sont pour vous plaire. Et qu'est-ce qu'à mon âge on a de mieux à faire que d'attacher à soi, par le titre d'époux, un homme qui vous aime et soit aimé de vous? Ce nœud bien assorti n'a-t-il pas des appas? Mon Dieu, que votre esprit est d'un étage bas, que vous jouez au monde un petit personnage, de vous claquemurer aux choses du ménage, et de n'entrevoir point de plaisir plus touchant qu'un idole d'époux et des marmots d'enfants. Laissez aux gens grossiers, aux personnes vulgaires, les bas amusements de ces sortes d'affaires. À de plus hauts objets, élevez vos désirs, songez à prendre goût des plus nobles plaisirs, et traitant de mépris l'essence et la matière, à l'esprit comme nous, donnez-vous tout entière. Vous avez notre mère en exemple à vos yeux, que du nom de savante on honore en tout lieu. Tâchez ainsi que moi de vous montrer sa fille, aspirez aux clartés qui sont dans la famille, loin d'être aux lois d'un homme en esclave asservi. Mariez-vous, ma sœur, à la philosophie, qui nous monte au-dessus de tout le genre humain et donne à la raison l'empire souverain, soumettant à ses lois la partie animale dont l'appétit grossier aux bêtes nous ravale. Le ciel, dont nous voyons que l'ordre est tout-puissant, pour différents emplois, nous fabrique en naissant, et tout esprit n'est pas composé d'une étoffe qui se trouve taillée à faire un philosophe. Si le vôtre est né, propre aux élévations, où montent des savants les spéculations, le mien est fait, ma sœur, pour aller terre à terre, et dans les petits soins, son faible se resserre. Ainsi, dans nos desseins l'une à l'autre contraires, nous saurons toutes deux imiter notre mère. Vous, du côté de l'âme et des nobles désirs. Moi, du côté des sens et des grossiers plaisirs. Vous, aux productions d'esprit et de lumière. Moi, dans celles, ma sœur, qui sont de la matière. Je vois que votre esprit ne peut être guéri du fol entêtement de vous faire un mari. Mais, sachant s'il vous plaît qui vous songez à prendre, votre visée au moins n'est pas mise à clitandre. Et par quelle raison n'y serait-elle pas? Manque-t-il de mérite? Est-ce un choix qui soit bas? Non, mais c'est un dessein qui serait malhonnête que de vouloir d'un autre enlever la conquête. Et ce n'est pas un fait dans le monde ignoré que clitandre est pour moi hautement soupiré. Oui, mais tous ces soupirs chez vous sont choses vaines, et vous ne tombez point aux bassesses humaines. Votre esprit à l'hymen renonce pour toujours, et la philosophie à toutes vos amours. Ainsi, n'ayant au cœur nul dessein pour clitandre, que vous importe-t-il qu'on y puisse prétendre? Cet empire que tient la raison sur les sens ne fait pas renoncer aux douceurs des encens. Et l'on peut pour époux refuser un mérite que pour adorateur on veut bien à sa suite. Je n'ai pas empêché qu'à vos perfections il n'ait continué ses adorations, et je n'ai fait que prendre au refus de votre âme ce qui est venu m'offrir l'hommage de sa flamme. Mais à l'offre des vœux d'un amant dépité, trouvez-vous, je vous prie, entière sûreté? Croyez-vous pour vos yeux sa passion bien forte et qu'en son cœur pour moi toute flamme soit morte? Il me le dit, ma sœur, et pour moi, je le crois. Ne soyez pas
ma sœur, d'une si bonne foi. Et croyez quand il dit qu'il vous quitte et qu'il me quitte et vous aime. Qu'il n'y songe pas bien et se trompe lui-même. Je ne sais, mais enfin, sût-ce votre plaisir, il nous est bien aisé de nous en éclaircir. Je l'aperçois qui vient, et sur cette matière, il pourra nous donner une pleine lumière. Pour me tirer d'un doute, où me jette ma sœur, entre elle et moi clitandre, expliquez votre cœur, découvrez-en le fond et nous daignez apprendre qui de nous à vos voeux est en droit de prétendre. Non, 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 je ne veux point à votre passion imposer la rigueur d'une explication. Je ménage les gens et sais comment embarrasse le contraignant effort de ses aveux en face. Non. Madame, mon cœur, qui dissimule peu, ne sent nulle contrainte à faire un libre aveu. Dans aucun embarras, un tel pas ne me jette, et j'avouerai tout haut, d'une âme franche et nette, que les tendres liens où je suis arrêté, mon amour et mes vœux, sont tous de ce côté. Qu'à nulle émotion cet aveu ne vous porte. Vous avez bien voulu les choses de la sorte. Vos attraits m'avaient pris, et mes tendres soupirs vous ont assez prouvé l'ardeur de mes désirs. Mon cœur vous consacrait une flamme immortelle, mais vos yeux n'ont pas cru leur conquête assez belle. J'ai souffert sous leur joug, sans mépris différent. Ils régnaient sur mon âme en superbe tyran, et je me suis cherché, lassé de tant de peines, de vainqueurs plus humains et de moins rudes chaînes. Je les ai rencontrés, madame, dans ses yeux, et leurs traits, à jamais, me seront précieux. Vous triomphez, ma sœur, et faites une mine à vous imaginer que cela me chagrine. Votre sincère aveu ne l'a pas peu surprise. Elle le mérite assez une telle franchise. Et toutes les hauteurs de sa folle fierté sont dignes tout au moins de ma sincérité. Mais, puisqu'il m'est permis, je vais à votre père, madame. De plus sûr est de gagner ma mère. Mon père est d'une humeur à consentir à tout, mais il met peu de poids aux choses qu'il résout. Il a reçu du ciel certaines bontés d'âme qui le soumet d'abord à ce que veut sa femme. C'est elle qui gouverne et d'un ton absolu, elle dicte pour loi ce qu'elle a résolu. Je voudrais bien vous voir, pour elle et pour ma tante, une âme, je l'avoue, un peu plus complaisante. Je respecte beaucoup, madame, votre mère. Mais je ne puis du tout approuver sa chimère et me rendre l'écho des choses qu'elle dit, aux encens qu'elle donne à son héros d'esprit. Son monsieur Trissotin me chagrine, m'assomme, et j'enrage de voir qu'elle estime un tel homme, qu'elle nous met au rang des grands et beaux esprits, un benêt dont partout on siffle les écrits, un pédant dont on voit la plume libérale d'officieux papier fournir toute la halle. Ces écrits, ces discours, tout m'en semble ennuyeux, et je me trouve assez votre goût et vos yeux. Mais comme sur ma mère et la grande puissance, vous devez vous forcer à quelque complaisance. Mais je vois votre tante. Agréez, s'il vous plaît, que mon cœur lui déclare ici notre mystère et gagne sa faveur auprès de votre mère. Souffrez pour vous parler, madame, qu'un amant prenne l'occasion de cet heureux moment et se découvre à vous de la sincère flamme. Ah, tout beau! Gardez-vous de m'ouvrir votre âme. Si je vous soumets au rang de mes amants, contentez-vous des yeux pour vos seuls truchements. Et ne m'expliquez point par un autre langage des désirs qui chez moi passent pour un outrage. Aimez-moi,
soupirer, brûler pour mes apins, mais qu'il me soit permis de le savoir pas. Je puis fermer les yeux sur vos flammes secrètes, tant que vous retiendrez les interprètes. Mais, si là vous faites attention vous à brûler, pour jamais de ma vue il vous faut exiler. Des projets de mon cœur ne prenaient point d'alarme. Henriette, madame, est l'objet qui me charme, et je viens ardemment conjurer vos bontés de seconder l'amour que j'ai pour ces beautés. Ah, certes, le détour est d'esprit, je l'avoue. Ce subtil faux-fuyant mérite qu'on le loue. Et dans tous les romans où j'ai jeté les yeux, je n'ai rien rencontré de plus ingénieux. Ceci n'est point du tout un trait d'esprit, madame, et c'est un pur aveu de ce que j'ai dans l'âme. Les cieux, par les liens d'une immuable ardeur, aux beautés d'Henriette ont attaché mon cœur. Henriette me tient sous son aimable empire, et l'hymen d'Henriette est le bien où j'aspire. Vous y pouvez beaucoup, et tout ce que je veux, c'est que vous y daigniez favoriser mes vœux. Je vois où doucement veut-elle à la demande. Et je sais sous ce nom ce qu'il faut que j'entende. Madame, à quoi bon un pareil embarras? Et pourquoi voulez-vous penser ce qui n'est pas? Mon Dieu, point de façon, cessez de vous défendre de ce que vos regards ont souvent fait entendre. Mais... Adieu. Pour ce coup, ceci doit vous suffire. Et je vous ai plus dit que je ne voulais dire. Mais votre erreur... Laissez, laissez. Je rougis maintenant. Et ma pudeur s'est fait un effort surprenant. Je veux être pendu si je vous aime. Et sage, sage. Non, non, non. Je ne veux rien entendre davantage. Diantre soit de la folle avec ses visions. A-t-on rien vu d'égal à ses préventions? Allons commettre un autre au soin que l'on me donne, et prenons le secours d'une sage personne. Oui, je vous porterai la réponse au plus tôt. J'appuierai, presserai, ferai tout ce qu'il faut. Oh, qu'un amant pour un mot a deux choses à dire, et qu'impatiemment, il veut ce qu'il désire. Jamais. Ah, Dieu vous garde, mon frère. Et vous aussi, mon frère. Savez-vous ce qui m'amène ici? Non, mais si vous voulez, je suis prêt à l'apprendre. Depuis assez longtemps, vous connaissez Clitandre. Sans doute, et je le vois qui fréquente chez nous. En quelle estime est-il, mon frère, auprès de vous? D'homme d'honneur, d'esprit, de cœur et de conduite, et je vois peu de gens qui soient de son mérite. Certains désirent qu'il a conduite ici, mais pas, et je me réjouis que vous en fassiez cas. Je connus feu son père en mon voyage à Rome. Fort bien, C'était, mon frère, un fort bon gentilhomme. on lui dit. Nous n'avions alors que 28 ans, et nous étions, ma foi, tous deux de verts galants. Je le crois. Nous donnions chez des dames romaines, et tout le monde là parlait de nos fraudaines. Nous faisions des jaloux. Voilà qui va des mieux. Mais venons au sujet qui m'amène en ces lieux. Clitandre, auprès de vous, me fait son interprète, et son cœur est épris des grâces d'Henriette. Quoi? De ma fille? Oui, Clitandre en est charmant, et je ne vis jamais amant plus enflammé. Non, non. Je vous entends. Vous ignorez l'histoire. Et l'affaire n'est pas ce que vous pouvez croire. Comment, ma sœur? Clitandre abuse vos esprits. Et c'est d'un autre objet que son cœur est épris. Vous rêvez, ce n'est pas Henriette qui l'aime. Non, j'en suis assuré. Il me l'a dit lui-même. Eh oui, Vous me voyez, ma sœur, chargée par lui
d'en faire une demande à son père, aujourd'hui. Fort bien. Et son amour même m'a fait instance de presser le moment d'une telle alliance. Encore mieux. On ne peut tromper plus galamment. Henriette entre nous est un amusement, un voilà génieux, un prétexte, mon frère, à couvrir notre feu, dont je sais le mystère. Et je veux bien tous deux vous mettre hors d'erreur. Mais puisque vous savez tant de choses, ma sœur, dites-nous, s'il vous plaît, cet autre objet qu'il aime. Vous le voulez savoir? Oui. Quoi? Moi. Moi-même. Eh, ma sœur! Qu'est-ce que donc veut dire ce « et » Et qu'a de surprenant le discours que je fais? Et Dorante, Damis, Cléonte et Lycidas peuvent bien faire voir qu'on a quelques impôts. Ces gens vous aiment? Oui, de toute leur puissance. Ils vous l'ont dit? Aucun n'a pris cette licence. Ils m'ont su révérer si fort jusqu'à ce jour qu'ils ne m'ont jamais dit un mot de leur amour. Mais pour m'offrir leur corps et vouer leur service, les muets trichement ont tous fait leurs offices. On ne voit presque point séant venir d'Amis. C'est pour me faire voir un respect plus soumis. De mots piquants partout Dorante vos outrages. Ce sont emportements d'une jalouse orage. Cléonte et Lycidas ont pris femme tous deux. Oh, c'est par un désespoir où j'ai réduit leur feu. Ma foi, ma chère sœur, vision toute claire. De ces chimères-là, vous devez vous défaire. Ah, chimères. Ce sont des chimères, dit-on. Chimères, moi, vraiment chimère et forme. Et je me réjouis fort de chimères, mes frères. Et je ne savais pas que juste des chimères. Notre sœur est folle, oui. Cela croît tous les jours. Mais encore une fois, reprenons le discours. Clitandre vous demande Henriette pour femme. Voyez quelle réponse on doit faire à sa flamme. Faut-il le demander? J'y consens de bon cœur et tiens son alliance à singulier honneur. Vous savez que de bien, il n'a pas l'abondance. C'est un intérêt qui n'est pas d'importance. Il est riche en vertu, cela vaut des trésors. Et puis, son père et moi n'étions qu'un en deux corps. Parlons à votre femme et voyons à la rendre favorable. Il suffit, je l'accepte pour gendre. Oui, mais pour appuyer votre consentement, mon frère, il n'est pas mal d'avoir son agrément. Allons, Vous moquez-vous? Il n'est pas nécessaire. Je réponds de ma femme et prends sur moi l'affaire. soit, je vais là-dessus sonder votre Henriette et reviendrai savoir. C'est une affaire faite. Et je vais à ma femme en parler sans délai. Me voilà bien chanceuse. Hélas, l'on dit bien vrai, qui veut noyer son chien l'accuse de la rage, et service d'autrui n'est pas un héritage. Qu'est-ce donc qu'avez-vous, Martine? Ce que j'ai, Oui. j'ai que le matin d'aujourd'hui mon congé, monsieur. Votre congé? Oui, madame me chasse. Je n'entends pas cela, comment? L'on me menace si je ne sors d'ici de me bailler sans coup. Non, vous demeurerez. Je suis content de vous. Ma femme, bien souvent, a la tête un peu chaude. Et je ne veux pas, moi. Je vous vois, ma ronde. Vite, sortez, friponne. Allons, quittez ces lieux et ne vous présentez jamais devant mes yeux. Tout doux. Non, c'en est fait. Et... Je veux qu'elle sorte. Mais qu'a-t-elle commis pour vouloir de la sorte? Quoi, vous la soutenez? En aucune façon. Prenez-vous son parti contre moi? Mon Dieu, non, je ne fais seulement que demander son crime. Suis-je pour la chasser sans cause légitime? Je ne dis pas cela, mais il faut de nos gens. Non, elle sortira, vous dis-je, de séant. D'accord. Et vous devez, en raisonnable époux, être pour moi contre elle et prendre mon courroux.
Aussi fais-je. Oui, ma femme avec raison vous chasse, coquine, et votre crime est indigne de grâce. Qu'est-ce donc que j'ai fait? Ma foi, je ne sais pas. Elle est d'humeur encore à n'en faire aucun cas. A-t-elle, pour donner matière à votre haine, cassé quelques miroirs ou quelques porcelaines? Voudrais-je la chasser? Et vous figurez-vous que pour si peu de choses, on se met en courroux? Qu'est-ce à dire? Oh! L'affaire est donc considérable. Sans doute. Me voit-on femme déraisonnable? Oh! Oh, peste la belle! Quoi? L'avez-vous surprise à n'être pas fidèle? Cela ne serait rien. Comment? Diantre friponne! A-t-elle commis? Elle a, d'une insolence à nulle autre pareille, après 30 leçons, insulté mon oreille par l'impropriété d'un mot sauvage et bas, qu'en termes décisifs condamne Vaugelas. Est-ce là? Du plus grand des forfaits, je la croyais coupable. Quoi? Vous ne trouvez pas ce crime impardonnable? Si fait. Je voudrais bien que vous l'excusassiez. Je les garde. Il est vrai que ce sont des pitchés. Toute construction est par elle détruite, et des lois du langage, on l'a 100 fois instruite. Tout ce que vous prêchez, et je crois bel et bon, mais je ne saurais moi parler votre jargon. L'impudente! Appeler un jargon le langage fondé sur la raison et sur le bel usage. Quand on se fait entendre, on parle toujours bien, et tous vos biodictons ne servent pas de rien. Eh bien, ne voilà pas encore de son style, ne servent pas de rien. Oh, cervelle docile! Faut-il qu'avec les soins qu'on prend incessamment, on ne puisse apprendre à parler congrument? Mon Dieu, je n'avons pas étudié comme vous, et je parle tout droit comme on parle chez nous. Peut-on y tenir? Quel solécisme horrible! En voilà pour tuer une oreille sensible. Ton esprit, je l'avoue, est bien matériel. Je n'ai qu'un singulier. Avant et pluriel. Veux-tu toute ta vie offenser la grammaire? Qui parle d'offenser grand-mère ni grand-père. Oh ciel! Grammaire est pris à contresens par toi. Et je te dis déjà d'où vient ce mot. Ma foi, qu'ils viennent de Chaillot, d'Auteuil ou de Pontoise, cela ne me fait rien. Oh mon Dieu, finissez un discours de la sorte. Vous ne voulez pas, vous, me la faire ressortir? Si fait. À son caprice, il me faut consentir. Va, ne l'irrite point. Retire-toi, Martine. Comment? Vous avez peur d'offenser la coquine? Vous lui parlez d'un ton tout à fait obligeant. Moi? Point. Allons, sortez. Oh non! Va-t'en, ma pauvre enfant. Vous êtes satisfaite? Et la voilà partie. Mais je n'approuve point une telle sortie. C'est une fille propre aux choses qu'elle fait, et vous me la chassez pour un maigre sujet. Vous voulez que toujours je l'ai à mon service pour mettre incessamment mon oreille au supplice? Il est vrai que l'on sut à souffrir ses discours. Elle y met Vaugelas en pièces tous les jours. Et les moindres défauts de ce grossier génie sont ou le pléonasme ou la cacophonie. Qu'importe qu'elle manque aux lois de Vaugelas, pourvu qu'à la cuisine, elle ne manque pas. J'aime bien mieux pour moi qu'en épluchant ces herbes, elle accommode mal les noms avec les verbes et redise 100 fois un bas ou méchant mot que de brûler ma viande ou saler trop mon pot. Ça! Je vis de bonne soupe et non de beau langage. Vaugelas n'apprend point à bien faire un potage. Oh! Que ce discours grossier terriblement assomme! Et quelle indignité pour ce qui s'appelle homme! D'être baissé
pas laisser cela bien loin. Oui, mon corps et moi-même, et j'en veux prendre soin. Guenille, si l'on veut, ma guenille m'est chère. Le cœur, avec l'esprit, fait figure, mon frère. Et si vous en croyez tout le monde savant, l'esprit doit sur le corps prendre le pas devant. Voulez-vous que je dise? Il faut qu'enfin j'éclate, que je lève le masque et décharge ma rate. De folles on vous traite, et j'en ai fort sur le cœur. Comment donc? C'est à vous que je parle, ma sœur. Le moindre solécisme en parlant vous irrite, mais vous en faites, vous, d'étranges en conduite. Il n'est pas bien honnête, et pour beaucoup de causes, qu'une femme étudie et sache tant de choses. Former en bonne mœurs l'esprit de ses enfants, faire aller son ménage, avoir l'œil sur ses gens, et régler la dépense avec économie doit être son étude et sa philosophie. Nos pères, sur ce point, étaient gens bien sensés qui disaient qu'une femme en sait toujours assez quand la capacité de son esprit se hausse à connaître un pourpoint d'avec un haut de chausse. Les leurs ne lisaient point, mais elles vivaient bien. Leur ménage était tout leur dot, entretien. Les femmes d'à présent sont bien loin de ces mœurs. Elles veulent écrire et devenir auteurs. Autrice, voilà. Nulle science, séant n'est plus grande au monde que, je vous le dis, ma sœur. Excusez-moi. Tout ce train-là me blesse, car c'est, comme j'ai dit, à vous que je m'adresse. Je n'aime point, séant tous vos gens à latin, et principalement ce monsieur Trissotin. C'est lui qui, dans des vers, vous a tapanisé. Tous les propos qu'il tient sont des billevesés. On cherche ce qu'il dit après qu'il a parlé. Et je lui crois pour moi le timbre un peu fêlé. Quelle bassesse! Au ciel! Et d'âme et de langage! Est-il de petits corps toujours assemblables, un esprit composé d'atomes plus bourgeois? Et de ce même sens veut-il que je sois? Je me veux mal de mort d'être de votre race. Et de confusion, j'abandonne la place. Avez-vous à la chair encore quelques traits? Moi? Non. Ne parlons plus de querelles, c'est fait. Discourons d'autres affaires. À votre fille aînée, on voit quelques dégoûts pour les nœuds d'Hyménée. C'est une philosophe, enfin je n'en dis rien. Elle est bien gouvernée, et vous faites fort bien. Mais de toute autre humeur se trouve sa cadette, et je crois qu'il est bon de pourvoir Henriette de choisir un mari. Ah, c'est à quoi j'ai songé! Et je veux vous ouvrir l'intention que j'ai. Ce monsieur Trissotin, dont on nous fait un cri, et qui n'a pas l'honneur d'être dans votre estime, est celui que je prends pour l'époux qu'il lui faut. Et je sais mieux que vous juger de ce qu'il vaut. La contestation est ici superflue. Et de tout point, chez moi, l'affaire est résolue. Au moins, ne dites mot du choix de cet époux. Je veux à votre fille en parler avant vous. J'ai des raisons à faire approuver ma conduite. Et je connais très bien si vous l'aurez instruite. Eh bien, la femme sort, mon frère. Et je vois bien ce que vous venez d'avoir ensemble. Un entretien. Oui, Quel est le succès? On reprend Henriette. A-t-elle consenti? L'affaire est-elle faite? pas tout à fait encore. Refuse-t-elle? Non.
Est-ce qu'elle balance? En aucune façon. Quoi donc? C'est que pour gendre, elle m'offre un autre homme. Un autre homme pour gendre? Un autre. Qui se nomme? Monsieur Trissotin. Quoi? Ce monsieur Trissotin? Vous voyez, qui parle toujours de vers et de latin. Et vous l'avez accepté? Moi, point. À Dieu ne plaise. Qu'avez-vous répondu? Rien. Et je suis bien aise de n'avoir point parlé pour ne m'engager pas. La raison est fort belle. Il sait faire un grand pas. Avez-vous su du moins lui proposer Clitandre? Non, car comme j'ai vu qu'on parlait d'autres gendres, j'ai cru qu'il était mieux de ne m'avancer point. Certes, votre prudence est rare au dernier point. Hein? Ah! N'avez-vous point de honte avec votre mollesse? Et se peut-il qu'un homme ait assez de faiblesse pour laisser à sa femme un pouvoir absolu et n'oser attaquer ce qu'elle a résolu? Mon Dieu, vous en parlez, mon frère, bien à l'aise. Mais vous ne savez pas comme le bruit me pèse. J'aime fort le repos, la paix et la douceur. Et ma femme est terrible avec son humeur. Du nom de philosophe, elle fait grand mystère, mais elle n'en est pas pour cela moins colère. Pour peu que l'on s'oppose à ce que veut sa tête, on en a pour 8 jours d'effroyables tempêtes. Elle me fait trembler dès qu'elle prend son ton. Je ne sais où me mettre, et c'est un vrai dragon. Et cependant, avec toute sa diablerie, il faut que je l'appelle, et mon cœur, et mamie. Allez, c'est se moquer. Votre femme entre nous est par vos lâchetés souveraine sur vous. Son pouvoir n'est fondé que sur votre faiblesse. C'est de vous qu'elle prend le titre de maîtresse. Vous-même, à ces hauteurs, vous vous abandonnez et vous faites le nerf en bête par le nez. Quoi? Vous ne pouvez pas, voyant comme on vous nomme, vous résoudre une fois à vouloir être un homme, à faire condescendre une femme à vos voeux et prendre assez de cœur pour dire un « Je le veux ». Oui, vous avez raison, et je vois que j'ai tort. Allons, il faut enfin montrer un cœur plus fort, mon frère. C'est bien dit. C'est une chose infâme que d'être soumis au pouvoir d'une femme. Fort bien. De ma douceur, elle a trop profité. Il est vrai. Trop joui de ma facilité. Sans doute. Et je lui ferai voir aujourd'hui, connaître que ma fille est ma fille, et que j'en suis le maître pour lui prendre un mari qui soit selon mes vœux. Vous voilà raisonnable, et comme je vous veux. Vous êtes pour Clitandre, vous savez sa demeure. Faites-le-moi venir, mon frère, tout à l'heure. J'y cours tout de ce pas. C'est souffrir trop longtemps. Et je m'en vais être homme, à la barbe des gens. Hélas, c'est un enfant tout nouveau-né, madame. Son sort, assurément, a lieu de vous toucher. Et c'est dans votre cour que j'en viens d'accoucher. Pour me le rendre cher, il suffit de son père. Votre approbation lui peut servir de mère. Qu'il a d'esprit! Hola! Pourquoi donc fuyez-vous? C'est de peur de troubler un entretien si doux. Approchez et venez de toutes vos oreilles prendre part au plaisir d'entendre des merveilles. Je sais peu les beautés de tout ce qu'on écrit, ce n'est pas mon fait que les choses d'esprit. Il n'importe. Aussi bien ai-je à vous dire ensuite
un secret dont il faut que vous soyez instruite. Les sciences n'ont rien qui vous puisse enflammer, et vous ne vous piquez que de savoir charmer. Aussi peu l'un que l'autre, et je n'ai nulle envie. Songeons l'enfant nouveau-né, je vous prie. Servez-nous promptement votre aimable repas. Pour cette grande faim qu'à mes yeux on expose, un plat seul de 8 vers me semble peu de choses, et je pense qu'ici je ne ferais pas mal de joindre à l'épigramme ou bien au madrigal le ragoût d'un sonnet. Un sonnet? Qui, chez une princesse, a passé pour avoir quelque délicatesse. Il est de sel attique, assaisonné partout, et vous le trouverez, je crois, d'assez bon goût. Ah, je n'en doute point. Donnons vite audience. Ah, le joli début. Silence. Laisse mon cœur tressaillir par avance. J'aime la poésie avec entêtement, et surtout quand les vers sont tournés galamment. Si nous parlons toujours, il ne pourra rien dire. Silence, ma nièce. Sonnet à la princesse Uranille, sur sa fière. Votre prudence est endormie de traiter magnifiquement et de loger superbement votre plus cruel ennemi. Ah, le joli début. Qu'il a le tour galant. Lui seul des vers aisés possède le talent. Ah, Prudence endormie. Il faut rendre les arbres. J'aime superbement et magnifiquement. Ces deux adverbes joints font admirablement. Ah, tout beau. Laissez-moi de grâce respirer. Donnez-nous, s'il vous plaît, le loisir d'admirer. On se sent à ces vers jusqu'au fond de l'âme, couler je ne sais quoi qui fait que l'on se pâme. Faites-la sortir, quoi qu'on dit, de votre riche appartement. Que riche appartement est là joliment dit, et que la métaphore est mise avec esprit. Faites-la sortir, quoi qu'on dise. Oh, que ce quoi qu'on dit est d'un goût admirable. C'est à mon sentiment un endroit impayable. De quoi qu'on dit aussi, mon cœur est amoureux. Loger son ennemi est pour moi plein de charme. Mais en comprend-on bien, comme moi, la finesse? Hé hé! Faites-la sortir, quoi qu'on dise. Que de la fièvre en prenne ici les intérêts. N'ayez aucun égard. Moquez-vous des caquets. Faites-la sortir, quoi qu'on dise. Quoi qu'on dise. Quoi qu'on dise. Quoi qu'on dise. Oh! Ce quoi qu'on dit en dit beaucoup plus qu'il ne semble. Je ne sais pour moi si chacun me ressemble, mais j'entends là-dessous 1 million de mots. Il est vrai qu'il dit plus de choses qu'il n'est gros. Mais quand vous avez fait ce charmant quoi qu'on dit, avez-vous compris, vous, son énergie? Songez-vous bien vous-même à tout ce qu'il nous dit et pensiez-vous alors y mettre tant d'esprit? Aïe, aïe. J'ai fort aussi l'ingrate dans la tête. C'est ingrate de fièvre, injuste, malhonnête, qui traite mal les gens qui la logent chez eux. Enfin, les quatrains sont admirables tous deux. Venons-en promptement au tiercé, je vous prie. Oh, s'il vous plaît, encore une fois, quoi qu'on dit. Faites-la sortir, quoi qu'on dit, Quoi qu'on dit. de votre riche appartement, Riche appartement. où cette ingrate insolemment Ces ingrates de fièvre
attaque votre belle vie. Votre belle vie. Quoi? Sans respecter votre rang, elle se prend à votre sang. Et nuit et jour vous faites outrage. Si vous la conduisez au bain, sans la marchander davantage, noyez-la de vos propres mains. On n'en peut plus. Au pain! On se meurt de plaisir. T'as mis le doux frisson, vous vous sentez saisir. Si vous la conduisiez au bain, Sans la marchander davantage, noyez-la de vos propres mains. De vos propres mains. Là, noyez-la dans les bains. chaque pâle populaire rencontre un trait charmant. Partout, on s'y promène avec ravissement. On n'y saurait marcher que sur de belles choses. Ce sont petits chemins tout parsemés de roues. Le sonnet, donc, vous semble Admirable, nouveau, et personne jamais n'a rien fait de si beau. Quoi? Sans émotion pendant cette lecture? Vous faites là, ma nièce, une étrange figure. Chacun fait ici-bas la figure qu'il peut, ma tante. Et bel esprit ne l'est pas qui veut. peut-être que mes vers importunent, madame. Point, je n'écoute pas. Je ne sais, du moment que je vous ai connu, si sur votre sujet j'ai l'esprit prévenu, mais j'admire partout vos vers et votre prose. Si vous vouliez de vous nous montrer quelque chose, à notre tour aussi nous pourrions admirer. Je n'ai rien fait en vers, mais j'ai lieu d'espérer que je pourrai bientôt vous montrer en ami 8 chapitres du plan de notre académie. Car enfin, je me sens un étrange dépit du tort que l'on nous fait du côté de l'esprit. Et je veux nous venger, tout autant que nous sommes, de cette indigne classe où nous rangent les hommes, de borner nos talents à des futilités et nous fermer la porte aux sublimes clartés. Il me tarde de voir notre assemblée ouverte et de nous signaler par quelques découvertes. Pour les dames, on sait mon respect en tout lieu. Et si je rends hommage au brillant de leurs yeux, de leur esprit aussi, j'honore les lumières. Le sexe aussi vous rend justice en ces matières. Mais nous voulons montrer à de certains esprits dont l'orgueilleux savoir nous traite avec mépris, que de science aussi les femmes sont meublées, qu'on peut faire comme eux de doctes assemblées. C'est faire à notre sexe une trop grande offense de n'étendre l'effort de notre intelligence qu'à juger d'une jupe ou de l'air d'un manteau ou des beautés d'un point et d'un brocart nouveau. On en attend beaucoup de vos vives clartés. Et pour vous, la nature a peu d'obscurité. Pour moi, sans me flatter, j'en ai déjà fait une. Et j'ai vu clairement des hommes dans la lune. Je n'ai point encore vu d'homme, comme je crois, mais j'ai vu des clochers, tout comme je vous vois. Nous approfondirons, ainsi que la physique, grammaire, vers, histoire, morale et politique. Pour la langue, on verra dans peu nos règlements, et nous y prétendons faire des remuements. Mais le plus beau projet de notre académie, une entreprise noble et dont je suis ravie, un dessein plein de gloire et qui sera vanté chez tous les beaux esprits
de la postérité. C'est le retranchement de ces syllabes sales qui, dans les plus beaux mots, produisent des scandales. C'est source d'un amas d'équivoques infâmes dont on vient faire insulte à la pudeur des femmes. Voilà certainement d'admirables projets. Vous verrez nos statuts quand ils seront tous faits. Il ne saurait manquer d'être tous beaux et sages. Monsieur, un homme est là qui veut parler à vous. Il est vêtu de noir et parle d'un ton doux. C'est cet ami savant qui m'a fait tant d'instances de lui donner l'honneur de votre connaissance. Pour le faire revenir, vous avez tout crédit. Faisons bien les honneurs au moins de notre esprit. Hola! Je vous ai dit en paroles bien claires que j'ai besoin de vous. Mais pour quelles affaires? Venez, on va dans peu vous les faire savoir. Voici l'homme qui meurt du désir de vous voir. En vous le produisant, je ne crains point le blâme d'avoir admis chez vous un profane, madame. Il peut tenir son coin parmi des beaux esprits. La main qui le présente en dit assez le prix. Il a des vieux auteurs la pleine intelligence. Et c'est du grec, madame, autant comme de France. Du grec? Oh ciel, c'est du grec, ma sœur. Grec, mamie. Du grec, quelle douceur! Quoi? Monsieur, c'est du grec? Oh, permettez de grâce que pour l'amour du grec, monsieur, on vous embrasse. Oh! Oh, Excusez-moi, monsieur, je n'entends pas le grec. J'ai pour le livre grec un merveilleux respect. Je crains d'être fâcheux par la l'heure qui m'engage à vous rendre aujourd'hui, madame, mon hommage. Et j'aurais pu troubler quelque temps d'entretien. Monsieur, avec du grec, on ne peut gâter rien. au reste, il fait merveille en vers, ainsi qu'en prose, et pourrait, s'il voulait, vous montrer quelque chose. Voici de petits vers sur de jeunes amants, sur quoi je voudrais bien avoir vos sentiments. Vos vers ont des beautés que n'ont point tous les autres. Des grâces et Vénus règnent dans tous les vôtres. Vous avez le tourbillon et le beau souhait des mots. Peut-on voir, il y a d'égal au sonnet que vous faites. Rien qui soit plus charmant que vos petits rondeaux. Rien de si plat d'esprit que tous vos madrigaux. Aux balades, surtout, vous êtes admirables. Et dans les beaux rimés, je vous trouve adorable. Si la France pouvait connaître votre prix, Si le siècle rendait justice aux beaux esprits, en carrosse doré, vous iriez par les rues. on verrait le public vous dresser des statues. C'est une balade, et je veux que tout net. Avez-vous vu certains petits sonnets sur la fièvre qui tient la princesse Uranie? Oui, hier, qui me fut lu dans une compagnie. Vous en savez l'auteur? Non, mais je sais fort bien qu'à ne le point flatter, son sonnet ne vaut rien. Beaucoup de gens pourtant le trouvent admirable. Cela n'empêche pas qu'il ne soit misérable, et si vous l'avez vu, vous serez de mon goût. Je sais que là-dessus je n'en suis point du tout, et que d'un tel sonnet peu de gens sont capables. On me préserve le ciel d'en faire de semblables. Je soutiens qu'on ne peut en faire de meilleurs, et ma grande raison, c'est que j'en suis l'auteur. Vous, Moi, je ne sais donc comment se fit l'affaire.
et qu'on fut malheureux de ne pouvoir vous plaire. Il faut qu'en écoutant eu l'esprit discret, ou bien que le lecteur m'ait gâté le sonnet. Mais laissons ce discours. Et voyons ma ballade. La ballade, pour moi, est une chose fade. Ce n'en est plus la mode. Elle sent son vieux temps. La ballade pourtant charme beaucoup de gens. Cela n'empêche pas qu'elle ne me déplaise. Elle n'en reste pas pour cela plus mauvaise. Elle a, pour les pédants, de merveilleux apparts. Ah, cependant, nous voyons qu'elle ne vous plaît pas. Vous donnez sottement vos qualités aux autres. Fort impertinemment, vous me jetez les vôtres. Allez, petit grimaud, barbouilleur de papier. Allez, rimeur de balle, opprobre du métier. Allez, fripier d'écrit, impudent plagiaire. Allez, Christ. Souviens-toi de ton livre et de son peu de bruit. Et toi de ton livre à l'hôpital réduit. Ma gloire est établie. En vain tu la déchires. Oui, oui, je te renvoie à l'auteur des satires. Je t'y renvoie aussi. Ma plume t'apprendra quel homme je puis être. Et la mienne saura te faire revoir ton maître. Je défie en vers, prose, grec et latin. Fuck! Mesdames, nous verrons seul à seul chez Barbin. Ouais, mais... À mon emportement, ne donnez aucun blâme. C'est votre jugement que je défends, madame, dans le sonnet qu'il a l'audace d'attaquer. À vous remettre bien, je me veux appliquer. Mais parlons d'autres affaires. Approchez, Henriette. Depuis assez longtemps, mon âme s'inquiète de ce qu'aucun esprit en vous ne se fait voir. Mais je trouve un moyen de vous en faire avoir. C'est prendre un soin pour moi qui n'est pas nécessaire. Les doctes entretiens ne sont point mon affaire. Et j'aime mieux n'avoir que de communs propos que de me tourmenter pour dire de beaux mots. Oui, mais j'y suis blessée. Et ce n'est pas mon compte de souffrir dans mon sang une pareille honte. La beauté du visage est un frêle ornement, une fleur passagère, un éclat d'un moment, et qui n'est attachée qu'à la mince épiderme. Mais celle de l'esprit est inhérente et ferme, et la pensée, enfin, où mes voeux ont souscrit, c'est d'attacher à vous un homme plein d'esprit. Et cet homme est Monsieur, que je vous détermine à voir comme l'époux que mon choix vous destine. Moi? Ma mère? Oui, vous. Faites-la saute un peu. Je vous entends. Vos yeux demandent mon aveu pour engager ailleurs un cœur que je possède. Allez, je le veux bien. À ce nœud, je vous cède. C'est à lui-même qui fait votre établissement. Je ne sais que vous dire en mon ravissement, madame. Et cet hymen, dont je vois qu'on m'honore, me met... Tout bon, monsieur, il n'est pas fait encore. Ne vous pressez pas tant. Comme vous répondez. Savez-vous bien que si... Suffit. Vous m'entendez? Elle
se rendra sage. Allons, laissons-la faire. On voit briller pour vous les soins de notre mère, et son choix ne pouvait d'un plus illustre époux. Si le choix est si beau, que ne le prenez-vous? C'est à vous, non à moi, que sa main est donnée. Je vous le sais de tout, comme à ma sœur aînée. Si l'hymen comme à vous me paraissait charmant, j'accepterai votre offre avec ravissement. Si j'avais comme vous les pédants dans la tête, je pourrais le trouver un parti fort honnête. Cependant, bien qu'ici nos goûts soient différents, nous devons obéir, ma sœur, à nos parents. Une mère a sur nous une entière puissance, et vous croyez en vain par votre résistance. Allons, ma fille, il faut approuver mon dessein. Touchez à monsieur dans la main et le considérez désormais dans votre âme en homme dont je veux que vous soyez la femme. De ce côté, ma sœur, vos penchants sont fort grands. Il nous faut obéir, ma sœur, à nos parents. Un père a sur nos voeux une entière puissance. Une mère a sa part à notre obéissance. Qu'est-ce à dire? Je dis que j'appréhende fort qu'ici ma mère et vous ne soyez pas d'accord. Et c'est d'un autre époux. Taisez-vous, Péronnelle. Elle est philosophée tout le sou avec elle. Et de mes actions ne vous mêlez en rien. Dites-lui ma pensée. Et l'avertissez bien qu'elle ne vienne pas m'échauffer les oreilles. Allons vite! Fort bien, vous faites des maîtres. Quel transport! Quelle joie! Ah, que mon sort est doux! Allons, prenez sa main et passez devant nous. Menez-la dans sa chambre. Oh, les douces caresses. Tenez, mon cœur s'émeut à toute cette tendresse. Cela ragaillardit tout à fait mes vieux jours. Et je me ressouviens de mes jeunes amours. Voyez votre choix, je vous prie. Exposez-moi de grâce à moins d'ignominie. Et ne me rangez pas à l'indigne destin de me voir le rival de Monsieur Trissautin. Je viens vous annoncer une grande nouvelle. Nous l'avons en dormant, madame, échappé belle. Un monde près de nous a passé tout du long, échu tout au travers de notre tourbillon. Et s'il eût en chemin rencontré notre terre, elle eût été brisée en morceaux, comme verre. Oh. Remettons ce discours pour une autre saison. Monsieur n'y trouverait ni rime ni raison. Il fait profession de chérir l'ignorance et de haïr surtout l'esprit et la science. Cette vérité veut quelque adoucissement. Je m'explique, madame. Et je hais seulement la science et l'esprit qui gâtent les personnes. Ce sont choses de soi qui sont belles et bonnes, mais j'aimerais mieux être au rang des ignorants que de me voir savant comme certaines gens. Pour moi, je ne tiens pas quelque effet qu'on suppose que la science soit pour gâter quelque chose. Et c'est mon sentiment qu'en fait que mon propos. La science est sujette à faire de grands sauts. Le paradoxe est fort. Sans être fort habile.
La preuve m'en serait, je pense, assez facile. Si les raisons manquaient, je suis sûr qu'en tout cas les exemples fameux ne me manqueraient pas. Vous en pourriez citer qui ne concluraient guère. Je n'irai pas bien loin pour trouver mon affaire. Pour moi, je ne vois pas ces exemples fameux. Moi, je les vois si bien qu'ils me crèvent les yeux. J'ai cru, jusqu'ici, que c'était l'ignorance qui faisait les grands sauts et non point la science. Vous avez cru fort mal. Et je vous suis garant qu'un sot savant est sot plus qu'un sot ignorant. Le sentiment commun est contre vos maximes, puisqu'ignorant et sot sont termes synonymes. Si pour moi l'ignorance a des charmes bien grands, si vous le voulez prendre aux usages du mot, disons que l'alliance est plus grande entre pédant et sot. Voyons. La sottise dans l'un se fait voir toute pure. Et l'étude dans l'autre ajoute à la nature. Le savoir garde en soi son mérite éminent. Le savoir dans un phare devient impertinent. Il faut que l'ignorance ait pour vous de grands charmes, puisque pour elle, ainsi, vous prenez dans les armes. Si pour moi l'ignorance a des charmes bien grands, c'est depuis qu'à mes yeux s'offrent certains savants. Ces certains savants-là peuvent à les connaître, valoir certaines gens que nous voyons paraître. Oui, si l'on s'en rapporte à ces certains savants, mais l'on n'en convient pas chez ces certaines gens. Il me semble, monsieur. Oh, madame, de grâce. Monsieur est assez fort sans qu'à son aide on passe. Je n'ai déjà que trop d'un si rude assaillant, et si je me défends, ce n'est qu'en reculant. Mais l'offensante aigreur de chaque répartie, donc... Autre second, je quitte la partie. On souffre aux entretiens ces sortes de combats, pourvu qu'à la personne on ne s'attaque pas. C'est le nom de rival qui dans votre âme excite. Le savant qui tantôt vous a rendu visite et de qui j'ai l'honneur de me voir le valet, vous exhorte, madame, à lire ce billet. Quelque important que soit ce qu'on veut que je lise, apprenez mon ami que c'est une sottise de se venir jeter en travers d'un discours et qu'aux gens du logis, il faut avoir recours afin de s'introduire en valet qui sait vivre. Je noterai cela, madame, dans mon livre. Trissotin s'est vanté, madame, qu'il épouserait votre fille. Je vous donne avis que sa philosophie n'en veut qu'à vos richesses et que vous ferez bien de ne point conclure ce mariage que vous n'ayez lu le poème que je compose contre lui. Reportez tout cela sur l'heure à votre maître et lui dites qu'afin de lui faire reconnaître quel grand état je fais de ses nobles avis, et comme je les crois dignes d'être suivis, dès ce soir, à monsieur, je marierai ma fille. Vous, monsieur, comme ami de toute la famille, à signer leur contrat, vous pourrez assister. Et je vous y veux bien de ma part inviter. Armande, prenez soin d'envoyer au notaire et d'aller avertir votre sœur de l'affaire. Pour avertir ma sœur, il n'en a pas besoin. Et monsieur que voilà saura prendre le soin de courir lui porter bientôt cette nouvelle. Et disposer son cœur à vous être rebelle. Nous verrons qui sur elle aura plus de pouvoir. Et si je la saurais réduire à son devoir.
qu'improviser les choses ne soit pas tout à fait disposé. Oh, je m'en vais travailler, madame, avec ardeur, à ne vous point laisser ce grand regret au cœur. J'ai peur que vos efforts n'aient pas trop bonne issue. Peut-être verrez-vous votre crainte déçue. Je le souhaite ainsi. J'en suis persuadé. Et que de votre appui, je serai secondé. Oui, je vais vous servir de toute ma puissance. Et ce service est sûr de ma reconnaissance. Sans votre appui, monsieur, je serais malheureux. Madame, votre femme, a rejeté mes vœux et son cœur prévenu votre Trissotin pour gendre. Mais quelle fantaisie a-t-elle donc pu prendre? Pourquoi diantre vouloir ce monsieur Trissotin? C'est par l'honneur qu'il a de rimer à latin qu'il a sur son rival emporté l'avantage. Elle veut dès ce soir faire ce mariage. Dès ce soir? Dès ce soir. Et dès ce soir, je veux, pour la contrecarrer, vous marier vous deux. Pour dresser le contrat, elle envoie au notaire. Et je vais le quérir pour celui qu'il doit faire. Et madame doit être instruite par sa sœur de l'hymen où l'on veut qu'elle apprête son cœur. Et moi, je lui demande, avec pleine puissance, de préparer sa main à cette autre alliance. Ah, je leur ferai voir si pour donner la loi, il est dans ma maison d'autres maîtres que moi. Nous allons revenir. Songez à nous attendre. Allons, suivez mes pas, mon frère. Et vous, mon gendre? Hélas, dans cette humeur, conservez-le toujours. J'emploierai toutes choses à servir vos amours. Quelque secours puissant qu'on promette à ma flamme, mon plus solide espoir, c'est votre cœur, madame. Pour mon cœur, vous pouvez vous assurer de lui. Je ne puis qu'être heureux quand j'aurai son appui. Vous voyez à quel nœud on prétend le contraire. Tant qu'il sera pour moi, je ne vois rien à craindre. Je vais tout essayer pour nos vœux les plus doux. Et si tous mes efforts ne me donnent à vous, il est une retraite où notre âme se donne qui m'empêchera d'être à toute autre personne. Veuille le juste ciel me garder en ce jour de recevoir de vous cette preuve d'amour. C'est sur le mariage où ma mère s'apprête que j'ai voulu, monsieur, vous parler tête à tête. Et j'ai cru, dans le trouble où je vois la maison, que je pourrais vous faire écouter la raison. Je sais qu'avec mes vœux, vous me jugez capable de vous porter en dot un bien considérable, mais l'argent, dont on voit tant de gens faire cas, pour un vrai philosophe à d'indignes appâts et le mépris du bien et des grandeurs frivoles, ne doit pas éclater dans vos seules paroles. Aussi, à ce point-là, ce qui me charme en vous, et vos brillants attraits, vos yeux perçants et doux, votre grâce et votre air, sont les biens, les richesses qui vous ont attiré mes vœux et mes tendresses. C'est de ces seuls trésors que je suis amoureux. Je suis fort redevable à vos feux généreux. Cet obligeant amour a de quoi me confondre. Et j'ai regret, monsieur, de n'y pouvoir répondre. Je vous estime autant qu'on ne saurait estimer, mais je trouve un obstacle à vous pouvoir aimer.
Un cœur, vous le savez, à deux ne saurait être. Et je sens que du mien, Clitandre s'est fait maître. Le don de votre main, où l'on me fait prétendre, me livrera ce cœur que possède Clitandre. Et parmi le doux soin, j'ai lieu de présumer que je pourrais trouver l'art de me faire aimer. Non, à ces premiers vœux, mon âme est attachée. Et ne peut, de vos soins, monsieur, être touchée. Avec vous, librement, j'ose ici m'expliquer. Et mon aveu n'a rien qui vous doive choquer. Quand on est honnête homme, on ne veut rien devoir à ce que des parents ont sur nous de pouvoir. On répugne à se faire immoler ce qu'on aime, et l'on veut n'obtenir un cœur que de lui-même. Ne poussez pas ma mère à vouloir par son choix exercer sur mes voeux la rigueur de ses droits. Ôtez-moi votre amour et portez à quelque autre les hommages d'un cœur aussi cher que le vôtre. Le moyen que ce cœur puisse vous contenter, imposez-lui des lois qu'il puisse exécuter. De ne vous point aimer peut-il être capable, à moins que vous cessiez, madame, d'être aimable et d'étaler aux yeux les célestes apparts. Hé, monsieur, laissons-là ce galimatia. Vous avez tant d'iris, de phyllis, d'amarantes, que partout dans vos vers vous peignez si charmante, et pour qui vous jurez tant d'amoureuse ardeur. C'est mon esprit qui parle, ce n'est pas mon cœur. D'elle, on ne me voit amoureux qu'en poète. Mais j'aime tout de bon l'adorable Henriette. Mais savez-vous qu'on risque un peu plus qu'on ne pense à vouloir sur un cœur usé de violence, qu'il ne le fait pas bien sûr à vous le trancher net, d'épouser une fille en dépit qu'elle en est, et qu'elle pourrait aller en se voyant contraindre à des ressentiments que le mari doit craindre. Un tel discours n'a rien dont je sois altéré. À tous événements, le sage est préparé. Guéri par la raison des faiblesses vulgaires, il se met au-dessus de ces sortes d'affaires et n'a garde de prendre aucune ombre d'ennui de tout ce qui n'est pas pour dépendre de lui. En vérité, monsieur, je suis de vous ravie et vous jure, entre nous, que je renonce au bien de vous voir mon époux. Nous allons voir bientôt comment ira l'affaire. Et l'on a là-dedans fait venir le notaire. Ah, ma fille, je suis bien aise de vous voir. Allons, venez-vous en faire votre devoir et soumettre vos vœux aux volontés d'un père. Je veux apprendre à vivre à votre mère, et pour la mieux braver, voilà, malgré ses dents, Martine, que j'amène et rétablis Céan. Vos résolutions sont dignes de louange. Gardez que cette humeur, mon père, ne vous change. Soyez ferme à vouloir ce que vous souhaitez et ne vous laissez pas séduire à vos bontés. Ne vous relâchez pas et faites bien en sorte d'empêcher que sur vous, ma mère ne l'emporte. Comment? Me prenez-vous ici pour un benêt? M'en préserve le ciel. Suis-je un fat, s'il vous plaît? Je ne dis pas cela. Me croit-on incapable des fermes sentiments d'un homme raisonnable? Non, mon père. Est-ce donc qu'à l'âge où je me vois, je n'aurai pas l'esprit d'être maître chez moi? Si fait. Et que j'aurai cette faiblesse d'âme de me laisser mener par le nez à ma femme? Non, mon père. Ouais! Qu'est-ce donc que ceci? Je vous trouve plaisante à me parler ainsi. Si je vous ai choqué, ce n'est pas mon envie. Ma volonté, séant, doit être en tout suivi. Fort bien, mon père. Aucun hors moi dans la maison n'a le droit de commander. Oui, vous avez raison. C'est moi qui tiens le rang de chef de la famille. D'accord. C'est moi qui dois disposer de ma fille. Eh oui. Le ciel me donne un plein pouvoir sur vous. Qui vous dit le contraire? Et pour prendre un époux, je vous ferai bien voir que c'est
c'est à votre père qu'il faut obéir, non pas à votre mère. Hélas, vous flattez là les plus doux de mes vœux. Veuillez être obéis, c'est tout ce que je veux. Nous verrons si ma femme a mes désirs rebelles. La voici qui conduit le notaire avec elle. Secondez-moi bien tous. Vous ne sauriez changer votre style sauvage et nous faire un contrat qui soit en beau langage. Notre style est très bon et je serais un sot, madame, de vouloir y changer un seul mot. De cette barbarie, en vain nous nous plaignons. Allons, monsieur, prenez la table pour écrire. Ah! Ah! Cette impudente ose encore se produire. Pourquoi donc, s'il vous plaît, la ramener chez moi? Tantôt avec loisir, on vous dira pourquoi. Nous avons maintenant autre chose à conclure. Procédons au contrat. Où donc est la future? Celle que je marie est la cadette. Bien, Oui, la voilà, monsieur. Henriette est son nom. bien. Et le futur? L'époux que je lui donne est monsieur. Et celui, moi, qu'en propre personne, je prétends qu'elle épouse, est monsieur. 2 épouses, c'est trop pour la coutume. Vous arrêtez-vous? Mettez, monsieur, Trisotin pour mon gendre. Pour mon gendre, mettez, monsieur Clipon. Mettez-vous donc d'accord et d'un jugement mûr, croyez à convenir entre vous du futur. Suivez, monsieur, le choix où je m'arrête. Faites, monsieur, les choses à ma tête. Me dira-t-on à qui j'obéirai des deux? Quoi donc, vous combattez les choses que je veux? Je ne saurais souffrir qu'on ne cherche ma fille que pour l'amour du bien qu'on voit dans ma famille. Ah, vraiment, à votre bien, on songeait bien ici. Et c'est là, pour un sage, un fort digne souci. Enfin, pour son époux, j'ai fait choix de Clitan. Et moi, pour son époux, voici qui je veux prendre. Mon choix sera suivi, c'est un point résolu. Ouais, vous le prenez là d'un ton bien absolu. Donnez point à la femme à prescrire, et je semble posséder le dessus en toutes choses aux hommes. C'est bien dit. Mon congé 100 fois me fut-il hoc. La poule ne doit point chanter devant le coq. Et l'on voit que d'un homme on se gausse quand sa femme chez lui porte le haut de choses. Il est vrai. Si j'avais un mari, je le dis, je voudrais qu'il se fît le maître du logis. Je ne l'aimerais point s'il faisait le jocrisse et si je contestais contre lui par caprice. Si je parlais trop haut, je trouverais fort bon qu'avec quelques soufflets, il rabaisse à mon ton. C'est parler comme il faut. Monsieur est raisonnable de vouloir pour sa fille un mari convenable. Oui. Pour quelle raison? Jeune et bien fait qu'il est, lui refuser Clitandre. Et pourquoi, s'il vous plaît, lui bailler un savant qui sans cesse épilogue? Il lui faut un mari, non pas un pédagogue. Et ne voulant savoir le grec ni le latin, elle n'a pas besoin de monsieur Trisotin. Fort bien. Elle se fait, et sans trouble, elle sait écouter votre digne interprète. Elle a dit vérité. Et moi, pour trancher pour toute cette dispute, il faut qu'absolument mon désir s'exécute. Henriette et monsieur seront joints de ce pas. Je l'ai dit, je le veux, ne me répliquez pas. Et si votre parole à Clitandre est donnée, offrez-lui le parti d'épouser son aîné. Voilà dans cette affaire un accommodement. Voyez, y donnez-vous votre consentement. Mon père! Monsieur! J'ai regret de troubler un mystère joyeux par le chagrin qu'il faut que j'apporte en ces lieux. Ces 2 lettres me font porteur de 2 nouvelles dont j'ai senti pour vous les atteintes cruelles. L'une, pour vous, me vient de votre procureur. L'autre, pour vous, me vient de Lyon. Quel malheur digne de nous troubler pourrait-on nous écrire? Cette lettre en contient un que vous pouvez lire. Madame, j'ai prié monsieur votre frère de vous rendre cette lettre qui vous dira ce que je n'ai osé vous aller dire.
la grande négligence que vous avez pour vos affaires a été cause que le clerc de votre rapporteur ne m'a point averti et vous avez perdu absolument votre procès que vous deviez gagner. Votre procès perdu? Ah! Vous vous troublez beaucoup, et mon cœur n'est point du tout ébranlé de ce coup. Faites paraître une âme moins commune, à braver comme moi les traits de la fortune. Le peu de soin que vous avez vous coûte 40 000 écus. 40 000 écus. Et c'est à payer cette somme, avec les dépenses, que vous êtes condamné par arrêt de la cour. Condamné? Ah, ce mot est choquant et n'est fait que pour les criminels. Il a tort, en effet. Et vous êtes là, justement, récrié. Il devait avoir mis que vous êtes prié, par arrêt de la cour, de payer au plus tôt 40 000 écus et les dépenses qu'il faut. En voyons l'autre. Monsieur, l'amitié qui me lie à monsieur votre frère me fait prendre intérêt à tout ce qui vous touche. Je sais que vous avez mis votre bien entre les mains d'Argante et de Damon, et je vous donne avis qu'en même jour, ils ont fait tous deux banqueroute. Oh, ciel! Tout à la fois perdre ainsi tout mon bien. Ah! Quel honteux transport! Fille, tout cela n'est rien. Achevons notre affaire et quittez votre ennui. Son bien peut nous suffire, et pour nous, et pour lui. Non, madame, cessez de presser cette affaire. Je vois qu'à cette hymen, tout le monde est contraire, et mon dessein n'est point de contraindre les gens. Cette réflexion vous vient en peu de temps? Elle suit monsieur de bien près notre disgrâce. De tant de résistance, à la fin je me lasse. J'aime mieux renoncer à tout cet embarras, et ne veux pas d'un cœur qui ne se donne pas. Il a bien découvert son âme mercenaire, et que peu philosophe est ce qu'il vient de faire. Je ne me vante point de l'être, mais enfin, je m'attache, madame, à tout votre destin, et j'ose vous offrir avec ma personne ce conseil. Vous pouvez voir de moi tout ce que vous voudrez, et je regarde peu comment vous le prendrez. Mais je ne suis point homme à souffrir l'infamie des refus offensants qu'il faut qu'ici j'essuie. Je vaux bien que de moi l'on fasse plus de cas. Et je baise les mains à qui ne me veut pas. Oh! Oh! Qu'il a bien découvert son âme mercenaire et que peu philosophe est ce qu'il vient de faire. J'ose vous offrir, madame, avec ma personne pour votre fille, ce conseil que de bien la fortune me donne abondamment. Oh, vous me charmez, monsieur, par ce trait généreux, et je veux couronner vos désirs amoureux. Oui, j'accorde Henriette à l'ardeur empressée. Non! Ma mère, je change à présent de pensée. Souffrez que je résiste à votre volonté. Quoi? Vous vous opposez à ma félicité lorsqu'à mon amour, je vois chacun se rendre? Je sais le peu de bien que vous avez, Clitandre, et je vous ai toujours souhaité pour époux. Lorsqu'en satisfaisant à mes vœux les plus doux, j'ai vu que mon hymen ajustait vos affaires. Mais lorsque nous avons les destins si contraires, je vous chéris assez dans cette extrémité pour ne vous charger point de notre adversité. Tout destin avec vous me peut être agréable. Tout destin me serait sans vous insupportable. L'amour, dans son transport, parle toujours ainsi. Des retours importuns, évitons le souci. N'est-ce que le motif que nous venons d'entendre qui vous fait résister à l'hymen de Clitandre? Sans cela, vous verriez tout mon cœur y courir, et je ne puis sa main que pour le trop chérir. Laissez-vous donc lier par des chaînes si belles.
je ne vous ai porté que de fausses nouvelles. Et c'est un stratagème, un surprenant secours que j'ai voulu tenter pour servir vos amours, pour détromper ma sœur et lui faire connaître ce que son philosophe a laissé pouvait être. Le ciel en soit loué. J'en ai la joie au cœur, par le chagrin qu'aura ce lâche déserteur. Voilà le châtiment de sa basse avarice, de voir qu'avec éclat, cet hymen s'accomplisse. Je le savais bien, moi, que vous l'épouseriez. Oh. Ainsi donc, à leur vœu, vous me sacrifiez. Ce ne sera pas vous que je leur sacrifie, et vous avez l'appui de la philosophie pour voir d'un œil content couronner leur ardeur. Qu'ils prennent garde, au moins, je suis dans son cœur, par un pro désespoir. Souvent, on se marie, qu'on s'en repent après tout le temps de sa vie. Allons, monsieur, suivez l'ordre que j'ai prescrit et faites le contrat, ainsi que je l'ai dit. Bravo. Bravo, bravo. Bravo.